Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré aux opérations de réalisation de territoire, les ORT. Je sais que c'est un rendez-vous très attendu pour les uns et les autres, donc il nous semblait important dès cet automne de pouvoir vous proposer cette session qui est directement inspirée de vos retours dans le cadre de la phase de co-construction du club des petites villes de demain. À l'heure où aujourd'hui 80% des communes ont signé leur convention d'adhésion Petites Villes de demain et entrent en phase d'initialisation de la convention cadre Valent ORT, ce webinaire nous semblait donc particulièrement opportun d'être réalisé. Nous avons donc aujourd'hui pour vous présenter cela David ORT, donc, qui est chef de projet ORT au sein du ministère de la Transition écologique. Merci beaucoup David d'être parmi nous. David, à qui je poserai un certain nombre de questions pour pouvoir vous expliquer cet outil. Mais avant, j'accueille Monsieur Roland Mouchel-Bézot. Monsieur le préfet, bonjour et merci d'être avec nous. Donc, vous êtes Bonjour. directeur du programme Action Cœur de Ville et responsable du pilotage interministériel des ORT. Donc, avant de vous laisser la parole, Monsieur le préfet, chers participants, je vous propose, comme à l'habitude, de pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et puis, si jamais vous avez quelques soucis techniques, de pouvoir vous manifester dans le chat. Donc, nous aurons 2 temps d'intervention et d'échange avec les intervenants. Je vous proposerai donc qu'on puisse échanger dans ces moments-là. Merci par avance pour votre écoute et Monsieur le préfet, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter dans les grandes lignes le dispositif ORT. C'est à vous. Bien, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Bien sûr, très heureux de participer, en tout cas d'introduire votre réunion du club des petites villes PVD. Et d'ailleurs, ça me rappelle des bons souvenirs parce que lorsque nous lancions Action Cœur de Ville, effectivement, nous avions aussi le souci de créer cette communauté de partage, d'échange. Et en tout cas, bravo pour cette initiative et aussi d'avoir choisi le thème des ORT, qui est un thème d'ailleurs qui est commun aux villes moyennes, Action Cœur de Ville, et aux villes bénéficiaires du programme Petites Villes de demain. Je fais juste une introduction générale. Je ne pourrai pas rester malheureusement parce que je dois ensuite filer aux Invalides représenter mon père à l'hommage funèbre au dernier compagnon de la Libération, mais David Laborec qui travaille, on travaille très bien ensemble et qui est le spécialiste au sein de la DHUP de ces sujets, bien sûr, approfondira en termes plus techniques cette présentation. Je voulais simplement vous faire partager la conviction que l'ORT est un outil très intéressant pour les collectivités. Et comme vous le savez, c'est issu de la loi Elan. C'est un outil à la libre faculté des collectivités locales. Je me permets d'appeler cette attention puisque si bien sûr pour les villes Action Cœur de Ville comme pour les villes PVD, nous sommes très motivés pour vendre ce dispositif aux collectivités locales, naturellement, c'est à elles d'en délibérer et de le décider souverainement. Mais c'est un outil à leur disposition. D'abord, il permet d'associer l'intercommunalité là où les villes signataires, dont la ville principale, mais je reviendrai sur cette notion de ville principale, sur à la fois un projet global de territoire qui vise à renforcer son attractivité et à renforcer les fonctions de centralité dans la ville-centre, mais aussi dans toutes les villes qui concourent à l'exercice de ces missions. Ville-centre d'ailleurs, puisque vous le savez, l'idée c'est que comme petite ville, les villes ACV, les villes PVD, ou voire des métropoles qui sont aujourd'hui dotées d'une ORT ou certaines envisagent de le faire, c'est bien pour des fonctions qui bénéficient à l'ensemble de la population que l'ORT peut procurer. Je voulais aussi vous faire partager une deuxième conviction, c'est que je vais être un petit peu brutal et schématique, mais c'est pour les besoins de la pédagogie. Il y a effectivement ces programmes prioritaires auxquels vos villes ou les villes que vous représentez ou les intercos que vous représentez sont bénéficiaires. Et puis, l'ORT est un outil à votre disposition. Et j'ai envie de dire qu'il y aura les territoires qui seront dotés d'une ORT avec tous les avantages que ça donne et aussi la visibilité que ça donne auprès des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Et puis, il y aura les territoires qui n'auront pas réussi à faire leur ORT et qui seront peut-être un peu plus handicapés et fragilisés. Parce que vous savez, dans un monde qui est un peu concurrentiel, où les projets aussi doivent trouver leur bon aboutissement en termes d'ingénierie et de subvention, lorsque
les financeurs, qu'ils soient des collectivités, qu'ils soient l'État ou qu'ils soient des financeurs privés, voient que le territoire est parfaitement organisé. Et effectivement, c'est un signal très positif. Quand on parle d'avantages, il n'y a que des avantages à signer une ORT. D'abord, la gouvernance est très simple. David Laboré y reviendra, mais la gouvernance, elle est dans la main des élus, un peu comme, bien sûr, PVD ou ACV, c'est sous l'autorité de l'interco, du maire de la ville principale, voire des autres maires concernés. Et c'est une gouvernance très souple. Le deuxième, il permet d'associer tout le monde autour de la table, mais c'est les collectivités qui décident qui est signataire, au-delà de l'État, bien sûr, qui valide le périmètre des secteurs d'intervention, mais il peut y avoir des chambres de commerce, d'autres collectivités, et voire même quelque chose qui n'est pas connu d'ailleurs de beaucoup de personnes, c'est que la loi Elan permet d'associer un investisseur privé éventuellement au tour de table de l'ORT, par exemple un grand promoteur, un grand opérateur commercial de centre-ville, pourrait être, si c'était la volonté des élus, naturellement, être pleinement associé. Et puis, l'avantage, c'est aussi dans les avantages très concrets et opérationnels. L'ORT, c'est un contrat opérationnel. D'abord, il vous donne, c'est une boîte à outils en matière d'urbanisme et d'aménagement, en matière de droit de préemption, de permis d'aménager multisites, d'un certain nombre de dérogations, etc., etc. Et ça, c'est très important puisque l'idée, c'est que ce soit une boîte à outils qui facilite les projets des collectivités. Et puis, d'ailleurs, le projet de loi 4D ou 3DS maintenant, appelé comme ça, qui est en cours, qui va être examiné très prochainement à l'Assemblée nationale et qui, donc, avec l'objectif de terminer, bien sûr, la discussion parlementaire avant la fin de la session parlementaire, prévoit d'ailleurs des assouplissements et des avancées sur ces sujets procéduraux, notamment sur le fait que pour les biens abandonnés, les biens sans maître, etc., on facilite la vie des collectivités locales parce qu'aujourd'hui, il faut attendre 30 ans avant de pouvoir traiter ces questions. La deuxième série d'avantages, c'est qu'il permet de consolider les politiques en faveur du logement. C'est le seul volet obligatoire, bien sûr, dans une ORT, mais vous savez, l'ORT, c'est comme votre contrat Petite Ville de demain. C'est un projet global parce qu'on ne peut pas traiter le commerce, le logement, le stationnement, le patrimoine, les équipements publics. Effectivement, il faut les traiter en cohérence. Et donc, il y a un volet de renforcement du logement et aussi des facilitations et des simplifications avec les dispositifs de l'ANA. Et d'ailleurs, seul dans les ORT, il y a des innovations qui sont permises par l'ANA qui peuvent s'appliquer. Le troisième avantage, et là, il est révolutionnaire, c'est le fait que la fiscalité, prenons par exemple de Normandie dans l'ancien, vous savez, qui est valable pour toute la commune signataire pour faciliter l'investissement privé d'acquisition-rénovation de logements anciens, pour les remettre sur le marché locatif. Et vous savez que c'est un enjeu dans nos petites et moyennes villes. Ce n'est pas un zonage depuis Paris, c'est la résultante du projet d'ORT. C'est-à-dire que quand il y a une ORT qui est bien sûr validée par le préfet, dans ce cas-là, l'avantage fiscal s'applique automatiquement. Et donc, on pourrait imaginer qu'à l'avenir, et sans bien sûr préjuger des arbitrages à venir ou des idées à venir, on pourrait imaginer que d'autres avantages fiscaux de ce style dépendent du fait qu'il y ait une ORT ou pas. Et quand je disais que l'ORT singularise, c'est bien un exemple tout à fait frappant qui peut l'illustrer. Et puis, il y a aussi des zonages fiscaux, etc. Il y a des abattements, enfin bref. Et puis, il y a un dernier avantage qui est non des moindres et qui a déjà été utilisé 6 fois pour des villes Action Cœur de Ville qui étaient déjà précurseurs en matière d'ORT. C'est que c'est l'urbanisme commercial. Quand vous êtes en ORT, enfin quand une commune est signataire d'une ORT, on facilite les implantations de commerces de moyenne et grande surface, le cas échéant, en centre-ville, puisqu'on les exonère de la procédure d'autorisation d'équipement commercial, mais que surtout, pour des projets en périphérie de la ville signataire, y compris même dans des projets qui se situeraient dans des communes d'une autre intercommunalité, le président de l'EPCI, le maire, la maire bien sûr, signataire de l'ORT, peuvent saisir le préfet à des fins de suspendre l'instruction de ce nouveau projet
périphériques. Donc, quand on parle de périphérie, c'est périphérie du secteur d'intervention du centre-ville, c'est périphérie au sein d'une autre commune de l'intercommunalité, mais ça peut être aussi dans une autre commune d'une autre intercommunalité limitrophe. Et le préfet peut, bien sûr, pour des projets dont on estime que leur importance, leur caractéristique serait de nature à impacter négativement l'opération de revitalisation commerciale de centre-ville. Ce n'est pas tout projet périphérique. Une grande enseigne de bricolage, ce sera difficile de la mettre dans un secteur sauvegardé en plein cœur de ville. Mais voyez bien l'esprit. Et cette affaire est très importante puisque c'est une sorte de moratoire, non pas uniquement sur l'aspect artificialisation des sols, mais sur le fait que même si c'est un projet, il s'implante sur des zones déjà artificialisées, il peut être suspendu par l'autorité préfectorale pendant 3 voire 4 ans si effectivement il impacte négativement l'opération de revitalisation commerciale de votre centre-ville. Et donc ça, c'est une affaire très importante, déjà utilisée 6 fois. Personne ne pensait que ce serait utilisé et je peux vous dire, pour avoir des contacts fréquents avec eux, que les grands opérateurs commerciaux repèrent aujourd'hui les secteurs qui sont en ORT et je pense qu'ils ont compris le message. Je ne dis pas que ça règle tout d'un coup de baguette magique, mais ça rééquilibre les opérations et les négociations. Enfin, je ne veux pas être trop long dans cette présentation, mais je finirai par le fait qu'il y a une dynamique de signature des ORT. D'ailleurs, on doit sortir la semaine prochaine le dernier recensement au 1er octobre. Je reprends les chiffres. Et donc, 268 ORT ont été signés par 439 villes, puisqu'on a quand même beaucoup d'ORT qui sont non pas intercommunales, elles le sont toutes, mais elles sont pluricommunales, puisque plusieurs villes ont signé l'ORT avec leur intercommunalité, parce qu'elles contribuent collectivement aux fonctions de centralité. Et dans ces villes signataires, il y en a 219 Action Cœur de Ville, mais il y en a déjà 112 petites villes de demain. Et je vous donnerai un deuxième chiffre, c'est qu'il y a à peu près plus de 450 villes qui ont des projets d'ORT actuellement, dont plus de 300 qui sont des villes bénéficiaires de votre programme Petites Villes de demain. Donc voilà, donc il y a une très grande dynamique qui est en route sur les ORT. C'est vraiment, et je peux vous donner notre expérience depuis 3 ans en termes d'Action Cœur de Ville, c'est un outil complémentaire à votre contrat signé avec l'État et les autres partenaires et les autres collectivités qui va vraiment apporter aux collectivités des moyens de faire et, je me répète, mais j'y crois énormément, une très grande visibilité dans l'accès au financement public et privé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne réunion sur ce sujet. Je resterai bien sûr très attentif aux questions qui seront posées. David, bien sûr, pourra y répondre, je suppose, à la majorité d'entre elles. Et s'il y avait des questions plus techniques ou qui nécessitaient des ajustements de doctrine, on vous, bien sûr, les ferait passer par l'équipe de la direction de programme PVD pour votre complète information. Bonne réunion et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cette vision d'ensemble et ce paysage des ORT que vous avez parfaitement bien dressé. Je vous propose, pour illustrer un petit peu la mise en œuvre de ce dispositif, de pouvoir visionner le film qui a été réalisé sur la commune de Thizy-les-Bourgs et qui vous permettra d'avoir une vision plus concrète de ce dispositif. L'idée, c'est bien entendu de revitaliser ces centres-bourgs, qui sont des centres-bourgs qui avaient beaucoup grossi à la fin du 19e siècle et début 20e siècle en raison de l'industrie textile qui était très importante. Donc ça avait fait grossir nos communes avec beaucoup de commerce. Et dans les années 70, 80, 90, il y a eu une perte, bien entendu, liée à l'industrie textile. Et aujourd'hui, grâce à l'ERT, nous envisageons, bien entendu, de redynamiser ces centres-bourgs.
de l'ORT, nous, si on est rentré dans ce dispositif-là, c'est qu'on rend le territoire plus attractif à travers toutes les composantes de l'attractivité. C'est l'emploi, c'est l'habitat, c'est le commerce. Et c'est aussi les services à la population. On a tendance à penser que l'État est présent que dans les villes, mais à travers ces dispositifs-là, on voit que l'État est présent aussi dans les territoires et c'est aussi apporter une certaine égalité des chances en fonction de où on peut vivre sur le territoire français et c'est très important pour nous. Le dispositif de Normandie il a vocation à agir sur l'habitat, il a vocation à agir sur le locatif privé. Et donc, le dispositif sera présenté aux élus et plus largement aux investisseurs en souhaitant qu'ils puissent se développer à Thizy-les-Bourgs comme dans les autres communes concernées du département du Rhône. Très bien, merci Héloïse. David, je te propose de te laisser la parole pour pouvoir représenter à nouveau le dispositif ORT. Et du coup, la première question que je te pose, c'est finalement quels sont les objectifs de l'ORT? Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour David Laboret, donc je travaille à la sous-direction des politiques de l'habitat à la DHUP et je suis en charge donc du suivi et de l'animation du dispositif des ORT. Juste avant de te répondre, le PowerPoint qui va vous être présenté comporte un certain nombre d'annexes très complètes qui vous sera envoyé par la suite. Et par ailleurs, je serai présent à vos côtés la journée du 25 octobre pour assurer une permanence. Vous pourrez venir me voir et me poser toutes les questions un peu particulières ou précises entre 13h et 16h. Voilà, cela étant dit, quel est l'intérêt finalement? L'objectif de l'ORT, je dirais, c'est peut-être de parler d'une double échelle. C'est l'échelle du territoire, donc avec la signature de l'EPCI, au bénéfice de la revitalisation d'un centre-ville. Quel est ce centre-ville? C'est celui de la capitale de cette EPCI, c'est-à-dire que c'est le centre-ville de la ville principale de l'EPCI et de tout autre centre-ville qui serait amené par des communes voisines signataires de l'ORT. Donc on a bien cette double échelle, c'est un projet de territoire global, mais qui au final est au service du redéveloppement, de la revitalisation ou du soutien à la vitalité de chacun des centres-villes des villes signataires. Alors Roland Mouchel-Blaisot le disait très clairement, il y a un volet obligatoire de l'ORT, c'est le volet sur l'habitat. Et pas n'importe quoi sur l'habitat, on est vraiment dans l'idée de reconquérir un tissu ancien de logements aujourd'hui dégradés, indignes, vacants, avec des actions de réhabilitation. Mais parallèlement à ça, il peut également y avoir de la construction pour offrir des logements, notamment pour les publics ayant besoin de se loger, les publics défavorisés, mais aussi le retour des familles en centre-ville, et on sait que c'est quelque chose de très important. Donc, aux côtés de ce volet obligatoire qui est l'habitat, on a un peu dans l'esprit de Petites Villes de demain et d'Action Cœur de Ville, l'idée qu'on ne peut pas agir sur un seul vecteur pour la revitalisation des territoires. Il faut agir tous azimuts sur le commerce, sur la qualité de vie, sur l'espace public, donc le maintien aussi bien sûr de l'offre de commerce, de services et d'équipements, et les mobilités qui vont nous permettre de prendre progressivement l'indépendance par rapport au transport automobile dans la mesure du possible, et on sait qu'en territoire rural, c'est très compliqué de se passer de la voiture. Voilà, ville durable, maintien de l'offre des commerces, des services et des équipements, et puis ce volet obligatoire sur l'habitat. On peut passer l'image. Je vais aller très vite, mais l'ADN de l'ORT, c'est d'abord cette approche intercommunale des stratégies.
parce qu'on sait que ce qu'on va construire en périphérie va forcément avoir un impact sur les centres-villes. C'est ce qu'on a pu constater depuis 30 ans et aujourd'hui, il faut renverser la vapeur, c'est-à-dire remettre le centre-ville au cœur du projet. Donc, première approche intercommunale et secondement, un projet d'intervention coordonnée visible parce que formalisé dans une convention. On va parler de plusieurs choses, mais qui ont tous ce même objectif commun de revitaliser le ou les centres-villes. Et comme le disait Roland Mouchel-Blaiseau, c'est vraiment un facteur d'abord de légitimité politique, parce que des maires vont se parler ensemble et élaborer ensemble ce projet global de territoire, et ensuite visibilité pour mobiliser les financeurs. Quels sont les signataires? Il y en a 3 obligatoires. C'est l'EPCI, pour garantir justement cette approche intercommunale, la ville principale de l'EPCI et l'État, par le biais du préfet. Ça, c'est un minimum. Et puis, toute autre personne publique ou privée intéressée, d'autres communes volontaires, etc., etc. Parallèlement à ça, on préconise une direction de projet pour assurer la transversalité, mais aussi faciliter les échanges, soutenir l'action de l'élu ou des élus référents. Et puis enfin, l'État est là vraiment à double titre. C'est d'abord pour mobiliser l'ensemble de ses opérateurs, mais aussi l'ensemble de ses émanations, que ce soit les DDT, les DREAL, l'architecte des bâtiments de France, et ses opérateurs comme le CEREMA, l'ancienne EPARECA, donc qui est maintenant à la NCT, les établissements publics fonciers, enfin, tout acteur qui est effectivement facilitateur. Et l'État est là aussi pour aider, pour aiguiller vers d'autres interlocuteurs, par exemple les agences d'urbanisme, les CAUE, le département. En tout cas, voilà, un État facilitateur et aux côtés des collectivités qui élaborent leur convention d'ORT. On peut passer. Alors, le lien entre projet de territoire et ville principale. L'article 157 de la loi Elan, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'ORT doit délimiter, donc sa convention, un périmètre de secteur d'intervention dans lequel on aura obligatoirement le centre-ville de la ville principale. Donc, en réalité, on a une seule ORT par EPCI et dans cette ORT doit obligatoirement être associée la ville principale. Et quand plusieurs communes souhaitent construire un projet de revitalisation ensemble, eh bien, les services de l'État sont aux côtés de l'EPCI justement pour formaliser ce projet commun, récupérer les diagnostics des uns et des autres, les envies, les besoins des élus pour faire projet collectif. Et finalement, l'ORT, mais un peu comme le PLU intercommunal ou le SCOT, c'est vraiment une clé d'entrée pour un EPCI pour faire projet commun, faire destin commun. Emmanuel, des questions? Alors, il y a beaucoup de questions sur la définition du périmètre, mais je crois que tu as prévu d'en parler dans la seconde partie et sur les effets de l'ORT. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu veux y répondre maintenant? Non, mais je pense qu'on va y répondre. Au vu des effets juridiques de l'ORT, on pourra mieux comprendre les questions de périmètre. Bah, écoute, je te remercie. Donc, je te pose très officiellement la question de quels sont les effets de l'ORT. Je t'en prie. Eh ben, les effets de l'ORT sont multiples. On pourrait, et vous aurez tout bien sûr dans l'annexe détaillé, mais enfin l'idée c'est quand même qu'on a 3 grands blocs d'effets facilitateurs. Je parle d'effets facilitateurs parce que avec les programmes nationaux Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville, on est dans un cofinancement d'ingénierie et d'action. Donc vraiment, ces programmes nationaux sont là pour mettre en avant des actions, les aider à émerger par ces cofinancements. Et l'ORT, quelque part, c'est une couche supplémentaire. Et cette couche supplémentaire, c'est des effets juridiques facilitateurs pour les porteurs de projets individuels notamment, des entreprises, que ce soit sur l'habitat, sur l'aménagement et l'urbanisme en général, sur le commerce et les activités. Donc, si tu me permets, je vais juste prendre quelques minutes pour illustrer quelques exemples d'effets juridiques. Roland Mouchel-Blaiseau en a déjà parlé, donc excusez-moi pour les redites, mais sur l'habitat, on a le de Normandie dans l'ancien, qui est de droit pour toute ville Action Cœur de Ville et qui va être ouvert à chacune des collectivités signataires d'une ORT au fur et à mesure. Dès la signature d'une ORT, le maire, le président de l'EPCI pourra dire à sa population vous avez un projet de rénovation et de location derrière, vous pouvez bénéficier tout de suite du de Normandie dans l'ancien.
Autre effet sur l'habitat, l'abattement d'impôts sur une plus-value au moment de la vente d'un logement. Ça, c'est un effet intéressant parce que ça permet de fluidifier le marché immobilier. Par ailleurs, on sait que l'ANA est partie prenante, bien sûr, de nos programmes nationaux et spécifiquement sur les opérations de revitalisation, il nous a semblé important de pouvoir donner à des professionnels de la rénovation des outils via l'ANA qui ne sont pas donnés que aux ménages investisseurs, mais maintenant aussi aux entreprises de rénovation, aux investisseurs professionnels qui achètent un immeuble entier et qui vont le rénover, soit pour le louer, soit pour le vendre. C'est ce qu'on appelle la VIR, vente d'immeubles à rénover, ou le DIF, dispositif immobilier foncier. Et puis, on a également, pour les villes qui font un effort de construire durable, c'est-à-dire suffisamment dense, un forfait pour la surdensité qui est abondé de 20% quand on est en ORT. Donc voilà, on a comme ça toute une série d'effets sur l'habitat qui, mis bout à bout, doivent permettre de remettre en selle finalement cet habitat ancien qui est souvent laissé un petit peu de côté par rapport au développement du pavillonnaire et ce qui est très préjudiciable pour nos centres-villes. Sur l'aménagement et l'urbanisme, on a un dispositif qui a été très peu utilisé et je serais intéressé d'avoir des remontées aussi locales de votre part sur le permis d'aménager multisite. L'idée était que sur une seule procédure, le permis d'aménager, on puisse déposer 2 projets au même moment sur le centre-ville, un projet peut-être un peu plus excédentaire et un autre un petit peu plus déficitaire, de manière à permettre à l'aménageur d'équilibrer, à peu près de retrouver ses billes, mais tout en étant favorable à la construction dans les centres anciens, parce qu'on sait que dans les centres anciens, il faut aussi de temps en temps construire des logements nouveaux. Par ailleurs, on a la possibilité d'adapter les documents d'urbanisme dès lors qu'on a un projet d'ORT qui nécessite de changer le PLU ou de changer le SCOT. C'est ce qu'on appelle la procédure intégrée facilitatrice, beaucoup plus rapide pour changer les documents d'urbanisme. Et puis enfin, pour des communes qui sont suffisamment grosses, donc ça ne vous concerne pas du tout, mais c'est des dérogations à certaines règles du PLU. Et enfin, le droit d'innover qui permet de contourner certaines règles qui sont inscrites dans le code de la construction, le code de l'urbanisme ou le code de la santé, dès lors qu'on prouve que les objectifs de ces règles qui ont été contournées sont satisfaits. Bref, tout ça, c'est de l'innovation. C'est-à-dire qu'on doit faire nos preuves quelque part aujourd'hui que tous ces outils-là sont appropriés, sont utilisés pour pouvoir les faire perdurer. Et puis, on continue, comme le disait M. Mouchel-Blaisot, par les lois qui sortent, que ce soit climat et résilience notamment, à enrichir les effets juridiques de l'ORT. Dernière chose sur le commerce, et ça c'est très important puisqu'on sait que le commerce, c'est aussi la vie dans nos centres-villes. L'exonération totale ou partielle, par les collectivités locales qui le souhaitent, de taxation du petit commerce. C'est ce qu'on appelle en zone de revitalisation des centres-villes, selon certaines conditions. Un droit de préemption renforcé aussi sur les commerces. Alors, l'ORT ne change pas les règles de la préemption. En revanche, elle donne quelque chose de très important qui est une justification par le projet. C'est-à-dire que l'ORT, par son projet global sur la revitalisation des équipements, des commerces et de l'habitat, va donner un poids supplémentaire, une justification pour l'utilisation du droit de préemption. Et puis enfin et surtout, les grands commerces qui souhaitent venir s'implanter en centre-ville, et on sait combien c'est compliqué parce que les centres-villes sont anciens, patrimoniaux, avec des terrains qui sont exigus, avec une difficulté de venir pour trouver du stationnement, pour stocker les marchandises, etc. Eh bien, pour les grandes surfaces qui font l'effort de venir en centre-ville, l'ORT facilite leur implantation en les exonérant de CDAC. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que le passage en CDAC, c'est le moment aussi où il peut y avoir un risque juridique de se faire attaquer par un concurrent. Je parlerai tout à l'heure de la suspension possible des grands projets en périphérie. Ça a été déjà un petit peu abordé par M. Mouchel-Blaisot. Voilà, alors en termes d'image, de secteur d'intervention, on peut considérer que tous ces effets juridiques vont prendre place, pour beaucoup en tout cas, sauf le de Normandie dans l'ancien qui est sur l'ensemble de la commune, mais pour plusieurs effets juridiques,
ces effets vont prendre place dans les secteurs d'intervention de l'ORT. C'est l'image qu'on a à droite, c'est la vignette intermédiaire, je dirais, qui vous montre un centre-ville, qui est un centre-ville fictif, dans lequel le secteur d'intervention va venir entourer les anciennes frontières, les anciennes murailles du centre-ville. Et donc, on va pouvoir cibler l'action, cibler les effets juridiques sur ce centre-ville. J'ai représenté sur cette même image un deuxième secteur d'intervention qui est les faubourgs derrière la gare, parce qu'une voie ferrée peut justifier d'avoir un second secteur d'intervention de l'autre côté, dès lors que ce faubourg doit être considéré comme faisant partie du centre-ville. Et puis, à l'intérieur de ces secteurs d'intervention, eh bien, c'est la dernière petite vignette, vous avez des actions ponctuelles sur l'espace public, la rénovation de la halle, un immeuble qui va être acheté dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, etc. Et les images suivantes, donc si on peut les passer, mais j'irai très vite. Si on peut passer, où il vous montre, donc le tireté en pointillé vous montre le secteur d'intervention de Saint-Dié-les-Vosges. L'image d'après, vous avez en couleur, en rouge, c'est en fait tout le secteur d'action cœur de ville, c'est-à-dire là où il se passe des choses avec des actions financées. Eh bien, le secteur d'intervention de l'ORT est un petit peu plus petit puisqu'il concerne le centre-ville un petit peu resserré, parce que finalement, la bonne taille d'un secteur d'intervention va être déterminée par deux choses. La première chose, il ne faut pas que ce soit trop petit, parce que si on a un porteur de projet d'implantation d'une grande surface qui est de l'autre côté de l'ancienne muraille, c'est-à-dire les boulevards de ceinture, alors que c'est le centre-ville du 19e siècle, eh bien, on perd la possibilité de lui offrir ces effets facilitateurs. Donc, si ce secteur d'intervention est trop petit, ben, on risque de passer à côté d'opportunités d'implantation. En revanche, si le secteur d'intervention de l'ORT est trop grand, eh bien, le risque, c'est la dilution. Et l'idée, c'est bien d'agir de façon groupée avec ces effets facilitateurs qui sont une couche supplémentaire aux côtés des actions et de l'ingénierie et des études financées par le programme Petite Ville de demain. Merci Emmanuel. Je te propose de te livrer un ensemble des questions. Il y en a beaucoup, je crains qu'on ne parvienne à toutes les traiter, mais il y a un certain nombre de questions qui relèvent de l'aspect territorial et de l'échelle. Alors, je t'en livre un paquet qui me semble assez cohérent. La première, c'est dans le cadre d'un EPCI XXL, est-il possible de réaliser plusieurs conventions ORT, une dans ACV, une dans Petite Ville de demain? Une autre qui est plutôt sur est-ce qu'on peut faire une ORT mutualisée entre les villes d'un même EPCI? Tu vois, ça se rejoint. Ou encore une ORT dans une commune nouvelle, le centre doit-il être unique ou regrouper plusieurs polarités? Dans la même veine, nous avons aussi quel est le cadre juridique définissant la ville principale de l'EPCI? Et peut-être une petite dernière, quand il y a 3 signataires de l'ORT, dont la ville-centre de l'EPCI, mais où il y a 2 pôles PVD de taille équivalente, peut-on considérer comme ville-centre signataire à part égale? Voilà, toutes ces questions rejoignent un petit peu le même sujet. Je te propose d'y répondre dans l'ordre que tu souhaites. Alors, je vais essayer quand même de respecter l'ordre, hein, parce que c'est important. Les communes, les EPCI XXL, est-ce que c'est une ou plusieurs ORT? L'objectif, c'est de donner du corps, finalement, à cet EPCI. Lui donner du corps, c'est lui donner un projet. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs ORT dans un même EPCI. En revanche, on peut fabriquer une ORT qui, progressivement, va être rejointe par d'autres collectivités. L'idée, c'est vraiment de pouvoir commencer avec la ville principale de l'EPCI. Alors, je le dis tout de suite, la loi 3DS va permettre justement dans des EPCI XXL, sous réserve encore une fois des négociations en cours, hein, et du débat parlementaire, mais va permettre par exemple, je pense à un exemple extrême qui est celui de la métropole de Nice. Nice ne va jamais signer une ORT parce que l'ADN de l'ORT, c'est bien de revitaliser un centre notamment de cette ville principale. Nice, au niveau des commerces et de l'habitat, va bien, donc ne va pas être intéressé de signer l'ORT. En revanche, dans les vallées de montagne qui sont éloignées de 20 km ou plus
de la capitale finalement de Nice, on pourra imaginer une ville principale secondaire, mais relais finalement, qui est la capitale de cette vallée, de constituer une ORT que j'appelle de proximité, polycentrée, avec une ou plusieurs autres communes, avec le PCI en revanche comme signataire pour garantir justement la cohérence avec d'autres programmes sur les mobilités, d'autres programmes, un schéma de développement du commerce, des mobilités à l'échelle de l'EPCI. Donc c'est bien l'EPCI qui donnera cette cohérence. Et si d'autres communes, ou Nice peut-être un jour, mais je ne le crois pas et je l'imagine mal, mais en tout cas voilà, l'idée ce sera une seule ORT par EPCI, c'est le cas déjà aujourd'hui, mais en tout cas avec cette possibilité-là dans ces villes relais suffisamment éloignées en discontinuité territoriale de signer une ORT. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, donc je le redis, les 3 signataires obligatoires, c'est l'EPCI, l'État et la ville principale de l'EPCI. La deuxième question, une commune nouvelle constituée de 2 anciennes communes. On a donc 2 centres, 2 noyaux historiques. Il est tout à fait possible pour cette commune nouvelle d'avoir 2 secteurs d'intervention correspondant à ces 2 centres-villes. La troisième question, la ville principale, comment on le définit juridiquement? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de définition juridique. En revanche, ce qui est important, c'est que le comité de projet de l'ORT, c'est-à-dire le groupe de travail en pilotage de l'ORT, qui va définir, ce n'est pas la définition de la ville principale, mais du centre-ville. Alors, si la définition de la ville principale, comme la définition du centre-ville finalement, c'est un faisceau d'indices. Pour la ville principale, le faisceau d'indices, c'est quelle est l'histoire de ce territoire? Quelle est la place de telle ou telle ville dans la constitution du noyau historique? Où sont les fonctions de centralité? Quel est le siège de l'EPCI? Quelle est la taille en population de là où des villes importantes? Et en même temps, être en capacité de prendre du recul par rapport à ces critères. Par exemple, une ville comme... je n'ai pas d'exemple en tête, mais on peut avoir des villes historiques où on a l'essentiel des équipements, mais aussi qui a une attractivité touristique importante, et à côté, une autre ville, beaucoup plus récente, dont le pavillonnaire s'est développé, et bien la taille en population de cette nouvelle agglomération est plus importante que la ville principale. Néanmoins, le cœur finalement, le cœur historique identitaire de cette EPCI, ben, ce sera la première ville. Et puis la définition du centre-ville, ben, c'est pareil, c'est un faisceau d'indices, c'est où se trouvent les fonctions principales, le rayonnement, le tourisme, les flux importants, etc. Pourquoi ce faisceau d'indices est important d'être défini et dans l'idéal, consigné dans la Convention? Parce que si un jour on est attaqué, si un jour par exemple un concurrent d'un grand commerce attaque l'ORT justement pour empêcher ce grand commerce qui est dans le périmètre d'intervention de l'ORT d'avoir plus de facilité d'implantation que lui-même qui est de l'autre côté du secteur d'intervention de l'ORT, eh bien, il faudra être capable de justifier qu'on a délimité comme tel le centre-ville et qu'on a choisi cette ville principale selon ces faisceaux d'indices. Dernière question, on a une ville principale qui est signataire avec 2 villes, petites villes de demain qui signent l'ORT. Laquelle doit être considérée comme la ville plus importante PVD? En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que dans la convention de l'ORT, on ait au moins cette ville principale qu'on a collectivement reconnue comme telle. Merci beaucoup, David. Peut-être une question complémentaire dans la même veine. Si la ville principale a déjà signé une convention ORT, est-ce que les communes PVD peuvent se rajouter, puisque c'est très concrètement le sujet d'aujourd'hui? Bien sûr, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si on a une convention d'ORT qui existe déjà, la ville PVD qui souhaite bien sûr avoir les effets positifs de l'ORT, eh bien, une convention cadre PVD valant ORT pourra venir remplacer la convention d'ORT initiale. C'est une possibilité. Il y a d'autres moyens aussi. En tout cas, je dirais que c'est à la main du territoire, en fonction de ce qui est le plus simple. Le maître mot de l'ORT, c'est simplicité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trame toute faite d'une convention d'ORT pour laisser la main à chaque territoire pour définir comment il souhaite écrire sa convention d'ORT. Si par exemple on avait préalablement une convention d'ORT chapeau avec plusieurs communes qui ont signé une ORT, c'est le deuxième cas,
donc que cette convention d'ORT Chapeau existe déjà, eh bien, on aurait une nouvelle convention d'ORT Chapeau qui abroge la précédente et qui vaut Petite Ville de demain, par exemple. Voilà, je dirais, c'est avec les services de l'État que ça se discute, avec les collectivités, c'est de faire le moins compliqué possible. Très bien. Alors, il y a pas mal de questions sur le Denormandie aussi dans l'ancien. Je te propose de passer à la troisième séquence qui vise à faire un petit zoom sur deux dispositifs. À la fois la suspension des projets commerciaux en périphérie, on l'a un petit peu évoqué, mais je te propose d'y revenir, ça reprendra un certain nombre de questionnements. Et dans un second temps, sur le Denormandie de l'ancien, justement. Dans l'ancien, pardon. Très bien. Alors, le premier zoom qu'on va faire, effectivement, ça a été d'ailleurs mis en lumière par M. Mouchel-Bézot, c'est l'idée qu'un territoire et ses élus peuvent prendre un petit peu d'indépendance par rapport à des pressions fortes de grands commerces qui font un chantage à l'implantation par rapport à la question de l'emploi. On a tous connu des périodes où un grand commerçant, que je ne citerai pas, faisait un peu le tour des collectivités en disant « je veux m'implanter chez vous, je vais créer de l'emploi ». On sait qu'aujourd'hui, l'emploi créé finalement ne compense pas ou à peine les emplois détruits du fait de la fermeture des petits commerces. Donc il nous a semblé aussi que les centres-villes se dévitalisaient à mesure que les grandes surfaces s'implantaient en périphérie. Donc une des mesures phares de l'ORT, c'est de pouvoir suspendre des projets commerciaux en périphérie. C'est une possibilité qui est offerte au préfet, c'est une procédure au cas par cas et qui va stopper l'enregistrement et l'examen en CDAC de nouveaux projets commerciaux en périphérie. En périphérie de quoi? En périphérie des secteurs d'intervention de l'ORT. Dès lors que le projet est à l'intérieur de l'EPCI qui a signé l'ORT, mais ça peut être aussi, comme disait M. Mouchel-Bézot, des projets qui seraient dans un EPCI limitrophe. C'est-à-dire qu'on peut être très vertueux sur son EPCI, avoir signé une ORT, avoir conclu ensemble, parce que c'est ça qui fait contrat avec les villes qui vont signer l'ORT, c'est de partager des mêmes valeurs. Et pas seulement des valeurs, mais aussi des actes, c'est-à-dire de stopper l'étalement en périphérie, que ce soit sur le pavillonnaire ou le commerce, et d'être vertueux et de remettre toutes ces fonctions essentielles dans les centres plutôt qu'en étalement urbain. Mais si cet EPCI vertueux est concurrencé par un EPCI voisin dans lequel on a des projets en périphérie, eh bien, l'ORT de cet EPCI vertueux va pouvoir aussi stopper des projets en périphérie de l'EPCI voisin. Caractère exceptionnel, c'est vraiment au cas par cas, et l'Union européenne est très attentive à ne pas déséquilibrer finalement les jeux de la libre concurrence et de la libre implantation. Donc ça veut dire qu'à nouveau, on va avoir un faisceau d'indices qui va être à la main du préfet pour pouvoir justifier de cette interruption de projet pendant 3 ans. Alors c'est 3 ans plus 1 an de plus, 4 ans, c'est long quand même. Ce faisceau d'indices étant constitué par exemple de la vacance de logement. C'est vrai que si on a un territoire en déprise démographique, c'est plus compliqué de justifier la création de nouvelles surfaces. Vacances commerciales également. C'est-à-dire que si on a un territoire sinistré, on ne va pas en rajouter par la création d'une offre cannibale à proximité. La zone de chalandise, etc. etc. Comment on fait finalement pour stopper un projet en ORT d'implantation commerciale? Eh bien, c'est soit une saisine des élus du préfet, c'est-à-dire soit une saisine du préfet par les élus, pardon, ou bien une autosaisine du préfet, et dans ce cas-là, il va bien sûr consulter les maires principalement intéressés, c'est-à-dire les maires de la commune concernée, les maires signataires de l'ORT, le président de l'EPCI, etc., voire de l'EPCI limitrophe si c'est le cas. Voilà pour cette slide sur les projets commerciaux, à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être en attendant, à moins qu'il y ait déjà des questions. Je te propose de poursuivre. On est en train de regarder quelles sont les questions à poser prioritairement parmi toutes celles qui sont posées. Et on verra comment on peut vous apporter des réponses sur l'ensemble. Je t'en prie, David, je te laisse poursuivre. Alors, le Denormandie dans l'ancien. Sur la slide suivante, c'est un dispositif fiscal jusqu'à fin 2022 qui va être prolongé jusqu'à fin 2023
d'aide à l'investissement locatif en faveur de la rénovation des logements. L'idée, c'est de remettre sur le marché des logements anciens de qualité par une rénovation de qualité avec des loyers qui sont maîtrisés donc c'est des loyers plafonnés, pour des publics qui sont sous des plafonds de ressources également. Donc, on est bien dans l'idée d'offrir la ville à tous. Ce de Normandie dans l'ancien, donc c'est ouvert de droit aux communes ACV et progressivement pour toute ville qui est signataire d'une ORT. Certaines autres villes en PNR4, Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, mais ça ne concerne qu'une petite dizaine de communes. Quelle est cette aide fiscale? C'est une réduction d'impôt de 12 à 21% en fonction de la durée d'engagement de location qui s'échelonne de 6 ans à 12 ans. Et cette réduction d'impôt est calculée sur une assiette qui est le montant de l'opération dans la limite de 300 000 € et de 5 500 € par mètre carré. Sous réserve que les travaux de rénovation représentent au moins 25% du coût de l'opération. Ça, c'est pour garantir qu'on ne va pas faire des petits travaux cosmétiques et qu'on est bien dans l'idée d'une reconquête de l'habitat ancien en faveur de la location. Quels sont les travaux concernés? C'est la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement, l'aménagement de surfaces habitables ou annexes, ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces. Quand je dis création de surfaces habitables nouvelles, c'est toujours en ajout d'une construction ancienne. C'est une pièce en plus, c'est une surélévation. En tout cas, à partir d'un bâti ancien, ça peut être du logement initialement, mais ça peut être aussi une activité, une friche transformée en logement, une ancienne caserne transformée en logement ou autre. Les bénéficiaires, donc c'est les contribuables, c'est des personnes physiques ou de sociétés immobilières assujetties à l'impôt sur le revenu. L'ensemble de la commune est concerné et c'est 2 logements par contribuable ou par foyer par an. Quels sont les travaux? Donc, je disais d'économie d'énergie. Il faut donc, aux côtés des travaux de modernisation ou d'extension, il faut qu'il y ait des travaux d'économie d'énergie. On est bien dans la sobriété énergétique avec, premièrement, une baisse de la consommation des énergies primaires après travaux et deuxièmement, des travaux ponctuels sur la toiture, les murs, les fenêtres, le chauffage, la création d'eau chaude. Bref, il faut qu'il y ait au moins 2 postes qui soient faits. Par exemple, rénover des combles, échanger les fenêtres pour mettre du double vitrage. Alors, pour nous, ce qui était important, c'était de vérifier que le de Normandie dans l'ancien, qui est un dispositif jeune, puisqu'il a à peine 2 ans, il est beaucoup moins connu que le Pinel. Pourquoi il est moins connu que le Pinel? Parce que sur le Pinel, finalement, fédère tout un écosystème de métiers, du banquier à l'investisseur, au promoteur immobilier, etc. etc. Le de Normandie dans l'ancien, eh bien, il intervient sur quelque chose qui est beaucoup moins structuré, puisque c'est le métier de la rénovation dans l'ancien, contrairement à la construction neuve, avec tous les pavillonneurs qui sont capables d'offrir un produit standardisé. Donc, pour nous, il était important de pouvoir communiquer, et j'évoquerai sur 2 slides après les liens que vous pourrez trouver pour comprendre finalement ce dispositif. Mais il était important pour nous de savoir si c'était un dispositif réellement intéressant pour les investisseurs, puisqu'on écrit la loi, mais enfin, c'est quand même toujours intéressant aussi de savoir si c'est effectivement plus intéressant qu'un autre dispositif fiscal. La DIL du Maine-et-Loire, qu'on a interrogé, a fait le portrait robot d'un bien de 100 mètres carrés dans une ville petite et moyenne, avec des travaux qui correspondent à 30% du coût d'opération pour autour de 450 € du mètre carré, pour un coût d'acquisition et de travaux de 1 500 € du mètre carré. Donc, on retrouve l'essentiel des petites villes et des villes moyennes dans ce schéma-là. Et cette ADIL du Maine-et-Loire a observé les résultats pour des revenus d'investisseurs, des revenus à peu près moyens, donc dans la moyenne française, et s'est rendu compte que le de Normandie dans l'ancien était particulièrement performant par rapport à ce qu'on appelle le déficit foncier. Alors, c'est très performant quand on ne défiscalise pas, c'est aussi très performant aussi par rapport au déficit foncier, qui est
le déficit foncier réel, qu'on appelle aussi, mais également le COS, c'est-à-dire un dispositif de louer abordable. Le Denormandie dans l'ancien, qu'il soit couplé avec des aides de l'ANA aux travaux, ce qui est parfaitement possible, hein. On peut coupler des subventions pour des travaux et de la défiscalisation. Donc, qu'il soit couplé avec des aides aux travaux ou pas, le Denormandie dans l'ancien reste tout à fait performant par rapport aux autres dispositifs fiscaux. Et puis, ça, c'était dans le cas, effectivement, de loyers plafonnés. Tout à l'heure, je parlais de loyers plafonnés. Mais le plafond des loyers dans ces secteurs de petites villes et villes moyennes, en Maine-et-Loire, c'est 9,13 € du mètre carré, ce qui correspond de toute façon au prix du marché, qui est soit inférieur, soit égal à ce montant-là. On peut passer à l'image suivante, c'est la carte du zonage du Denormandie dans l'ancien, qui est celui du Pinel également, et on voit que ce scénario de loyer à 9,13 € plafonné, c'est les zones B2 et la zone C, qui correspond soit au blanc sur la carte, soit au bleu. Oui, c'est ça, soit au bleu. Donc on voit que, hormis l'Île-de-France, le pourtour des deux villes principales que sont Lyon et Marseille et la façade littorale sud, c'est l'essentiel de ce qu'on peut trouver. On va passer à la slide suivante qui vous donne sur la partie gauche la page internet du Denormandie dans l'ancien. Alors je m'excuse par avance, on a fait un reporting des ORT, donc des bénéficiaires du Denormandie dans l'ancien, mais ce reporting n'a pas encore été répercuté sur la carte du site du ministère. Mais en tout cas, en revanche, sur ce site du ministère, vous trouverez un kit de communication avec une foire aux questions, un guide investisseur qui reprend tous les éléments de la deal du Maine-et-Loire, un guide collectivité qui est un peu plus généraliste, et le replay d'un webinaire qu'on a fait le 30 septembre dernier avec quelques villes. Et par ailleurs, on va ouvrir une plateforme sur notre site, sur notre plateforme d'échange Rencontre des territoires du ministère, de la DHUP, très prochainement, avec le maximum d'acteurs impliqués dans les projets de rénovation et qui pourraient être intéressés par le Denormandie dans l'ancien. Cette plateforme sera ouverte à tous, c'est-à-dire aux collectivités, aux services de l'État, aux opérateurs publics et privés, aux investisseurs, aux banques, aux notaires, à tout le monde, de manière à diffuser au maximum l'information sur le Denormandie dans l'ancien. Et donc, je fais appel à chacune des DDT présentes pour récupérer et centraliser les adresses mail des personnes intéressées et me les faire remonter via un autre groupe qu'on a sur Rencontre des territoires ou par mail, de manière à ce que je puisse constituer la base d'adresses. Merci beaucoup, David. Il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de relayer les questions qui me semblent les plus importantes. Tu nous confirmes bien que le Denormandie a été prolongé jusqu'à fin 2023? C'est bien ce que j'ai entendu? Oui, il va être prolongé jusqu'à fin 2023. Ça a été en tout cas annoncé par le président de la République lors de la rencontre nationale Action Cœur de Ville le 7 septembre dernier. Merci, David. Une autre question également sur le timing, mais sur le timing d'une ORT. Quelle est la durée optimale et quelle est l'articulation que l'on peut avoir avec le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui dure 6 ans de mémoire? Si je ne dis pas de bêtises, une ORT, c'est à minima 5 ans, mais ça peut aller au-delà. En fait, c'est nous qui avons inventé ce minima, c'est-à-dire que la loi ne dit rien. Mais nous, on considère que pour qu'on voit les effets d'un projet, il faut toujours beaucoup d'années. Donc, on trouvait que 5 ans, c'était minimal pour pouvoir tirer les fruits et les enseignements des actions qu'on a initiées dans ce cadre-là. Ça peut être plus que 5 ans, ça peut être moins que 5 ans. Une ORT, si elle est inscrite pour 15 ans, le danger, c'est de ne pas la réinterroger. Je trouve que c'est bien de la réinterroger. Par ailleurs, l'ORT étant un cadre très souple, il est toujours possible de faire des avenants au fur et à mesure que de nouvelles actions arrivent, au fur et à mesure que de nouvelles villes veulent rentrer dans l'ORT. C'est vraiment un truc ensemblier, progressif et à la main des collectivités, comme le disait M. Mouchel-Blaiseau. Et donc, par rapport au calendrier de Petite Ville de demain, c'est aux collectivités de réfléchir à quelle est la meilleure correspondance, je dirais, de timing entre les uns et les autres. Surtout si c'est une seule et même
convention, par exemple, Petite Ville de demain, une convention 4 Petite Ville de demain, qui vaudra ORT, c'est-à-dire dans laquelle on va juste injecter les secteurs d'intervention qui vont bien et l'action sur l'habitat, sur la ville principale et sur les autres communes qui sont nécessaires pour dire ça vaut ORT. Eh bien, on a une petite question pour challenger un petit peu les ORT. Quels sont éventuellement les points de vigilance ou les potentiels effets négatifs? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ou est-ce que le dispositif est conçu pour justement minimiser les effets éventuellement pervers? Je vais y répondre. D'abord, je sèche un petit peu, hein. Je suis vraiment désolé, mais j'avoue, j'ai du mal à trouver des choses négatives sur l'ORT. C'est une réponse. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'ORT engage. C'est vraiment un engagement moral de communes qui veulent unifier leur destin autour de quelques objectifs communs. Donc, quelque part, si au bout d'un moment, on voit qu'une collectivité signataire continue à faire de l'étalement urbain, il y a un vrai hiatus et ça risque de créer des tensions politiques locales. Mais les tensions politiques locales existent de toute façon, de tout temps, donc autant essayer d'avancer ensemble vers le mieux. Merci David. Peut-être une dernière question auquel je prendrai part pour la réponse. L'articulation à la fois avec le dispositif Malraux, et là je te laisserai répondre, mais aussi avec les CRTE. Alors je ne sais pas si tu veux apporter un début de réponse, notamment sur le premier point. Oui, juste sur le premier point, je te laisserai la parole pour le deuxième. Le dispositif Malraux, c'est donc dans des secteurs qu'on appelle SPR, des secteurs patrimoniaux remarquables. On peut tout à fait avoir un secteur patrimonial qui est dans une ville qui est signataire d'une ORT, et donc le Malraux continue bien sûr à s'appliquer. Merci beaucoup David. Alors je pense que le webinaire aura réussi à vous faire comprendre l'articulation entre Petite Ville de demain et les ORT, en tout cas vous faire comprendre que les deux dispositifs et les deux démarches se raisonnaient à la même échelle, à l'échelle locale, évidemment, à la main des maires et des présidents de PCI pour une question de cohérence à l'échelle territoriale. C'est aussi souvent à cette même échelle que se concluent les CRTE, les contrats de transition écologique, et donc Petite Ville de demain est souvent conçu comme le volet revitalisation, le volet centralité de ces CRTE. Donc voilà, l'articulation doit pouvoir se faire facilement entre les deux démarches, quel que soit le document qui est signé en premier, le CRTE ou Petite Ville de demain. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Malheureusement, le timing ne nous permet pas d'y répondre. Je pense que plusieurs éléments peuvent être apportés pour vous aiguiller dans la recherche de vos réponses. Tout d'abord, vous dire que les services déconcentrés, le préfet et les équipes sont là en permanence pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation à la fois de votre démarche Petite Ville de demain, mais aussi de la démarche ORT. Vous dire également que David sera là et donc l'a évoqué lors des rencontres nationales Petite Ville de demain, donc le 25 octobre prochain à Paris. Il nous a annoncé une permanence donc, sur le stand de Petite Ville de demain de 13h à 16h. Donc pour celles et ceux qui ont prévu de nous rejoindre à Paris, voilà, on saura vous répondre et vous accueillir avec plaisir. Et peut-être aussi vous annoncer qu'au-delà d'avoir le plaisir de rencontrer un certain nombre d'entre vous le 25 octobre prochain, on prévoit aussi de vous rendre disponible dans ce même calendrier le guide du programme actualisé, mais aussi le modèle de convention cadre qui voudra ORT dans ce même délai. Donc maintenant que 80% des petites villes de demain ont signé cette première étape de convention d'adhésion, il était important pour nous de pouvoir vous mettre à disposition rapidement ce modèle. Donc l'ensemble de ces éléments évoqués seront disponibles dans les tout prochains jours et j'espère vous voir très nombreux à notre événement, à nos rencontres nationales. Donc maintenant, lundi, dans 10 jours, je vous propose de conclure sur ces éléments-là. On garde au chaud vos questions et on verra de quelle façon on peut à la fois les relayer au service déconcentré, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du préfet et de ses équipes qui sont vraiment à la manœuvre pour pouvoir vous accompagner au plus près. Merci encore beaucoup à David, à Charline
en back-office qui a répondu à de nombreuses questions écrites. Merci aussi à Héloïse qui a géré l'organisation de tout cela. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.